Pierre Sabatier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors je rappelle que vous êtes président du cabinet d'analyse économique PrimeView et on va parler tous les deux de marché boursier. Pierre, on va s'intéresser non pas au bruit qui nous environne et nous fait perdre nos repères actuellement, mais plutôt aux fondamentaux. Et en l'occurrence, quand on parle de fondamentaux boursiers, on parle principalement de valorisation. Alors l'une des questions qui émerge aujourd'hui, c'est sommes-nous en bulle ou pas? Alors d'abord, qu'est-ce que pour vous une bulle? Une bulle, c'est extrêmement simple. C'est quand le niveau de valorisation des marchés est en inadéquation avec le niveau des fondamentaux économiques. La question de fond, c'est est-ce que vous pensez aujourd'hui que la croissance est suffisante pour légitimer, je dirais, des marchés actions qui ne cessent de monter depuis un certain nombre d'années? Et en l'occurrence? Bien entendu, il y a bulle. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas le débat et ce n'est pas le sujet d'imaginer, de constater simplement je dirais la différence et le parallèle, l'absence de corrélation entre les fondamentaux économiques et les cours boursiers, c'est évident. Et d'ailleurs, effectivement, la meilleure manière de le constater, c'est les ratios de valorisation. Alors, qu'on utilise ce qu'on appelle le price earning ou le price to sales, à quoi ça correspond? Ça correspond simplement au nombre d'années de bénéfices ou de chiffre d'affaires que les investisseurs sont prêts à acheter les entreprises sur les marchés boursiers. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dès à présent, sur le price to sales, sur le nombre d'années de chiffre d'affaires que les investisseurs sont prêts à acheter, en Europe ou aux États-Unis, on est à peu près sur les niveaux de 2007 et de 2000. Donc, c'est des niveaux qui sont… Année de survalorisation, oui, d'exubérance irrationnelle. C'est ça, effectif, constaté, on sait comment ça s'est terminé. Et sur le price earning, c'est un peu moins vrai, un peu moins valable. Pourquoi? Simplement parce que le cycle actuel a permis à beaucoup d'entreprises, notamment américaines, de reconstituer des taux de marge qui sont historiquement élevés, ce qui fait que le price earning est un peu moins élevé qu'en 2007 ou 2000, mais pour autant, il est évident que sur ces niveaux-là, on ne peut pas ne pas parler de bulle. La question de fond, c'est une bulle. On sait pourquoi éventuellement elle va gonfler, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et c'est bien le moment, la situation où est-ce qu'on se trouve en fait dans le gonflement de cette bulle. Alors moi, j'aimerais qu'on reste dans cette perspective historique dans laquelle vous inscrivez votre réflexion et qu'on fasse apparaître immédiatement à l'écran un graphique que vous nous avez apporté. Alors c'est un price earning selon Shiller. Donc c'est un price earning corrigé des éléments cycliques, on va dire. Des éléments cycliques, donc plus purs d'une certaine façon, et il reflète plus la valorisation. Et alors, sur ce graphique, qui est un peu complexe et qu'on doit commenter, on voit plusieurs choses. D'abord, donc le PE de Shiller, très bien, la tendance de long terme de ce PE. Tout à fait. Et en dessous, on a une deuxième courbe qui mesure l'écart à la tendance et en pointillé, on voit apparaître le niveau auquel on se situe aujourd'hui. Donc, on a une ligne 0 qui marque le 0. Donc, quand on est au-dessus de cette ligne, c'est-à-dire qu'on est en excès. On constate une valorisation excessive par rapport à la tendance de long terme. Alors, l'intérêt de ce graphique, il est double. C'est déjà, bien entendu, son échelle de temps. À savoir que quand on est dans une situation assez exceptionnelle, la meilleure réponse qu'on peut faire, c'est regarder s'il n'existe pas des comparables historiques. Alors l'avantage des États-Unis, c'est qu'on dispose de données qui sont extrêmement longues. Le PE sur le Shiller, on peut en avoir à peu près 150 ans d'historique, ce qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en 150 ans, on a tout connu comme environnement. Un environnement déflationniste, hyperinflationniste, désinflationniste. Donc où se traduisaient, toutes les humeurs des investisseurs, l'excès d'enthousiasme, l'excès de peur. Donc on a véritablement des comparables historiques intéressants. Et donc lorsqu'on constate l'écart, sur la tendance long terme du PER selon Shiller, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a qu'une dizaine de cas avec des niveaux de survalorisation comme c'est le cas actuellement, premièrement. Donc c'est plutôt rare et on est bien en phénomène de survalorisation. Par contre, la deuxième grille d'analyse, c'est de constater quel est le type d'écart et comment ça s'est traduit sur les marchés. Eh bien, on constate deux grands types sur la dizaine de cas qu'on répertorie sur 150 ans. Un premier qui est une correction dans les mois à venir, imminente, qui pourrait correspondre à ce qu'on a vécu dans les années octobre 87 ou mi-98 avec la crise asiatique. Donc on a 20 à 30% de correction dans les mois qui suivent, avant que les marchés reprennent leur phase de hausse pour continuer à monter. Ou un deuxième type, qui est assez marquant, celui de mi-28 ou de début 99, c'est-à-dire que où nous situons-nous dans le gonflement de cette bulle, nous n'en serions qu'au milieu, voire au début. Et donc on aurait encore une année avant globalement de voir les marchés se recorréler de manière relativement brutale et sur une période de temps assez longue aux fondamentaux économiques qui ne légitiment pas ces niveaux actuels. Donc deux scénarios, l'un qui dit première correction significative de 20 à 30% avant que
l'on reparte dans le mouvement ascensionnel de bulle, et qu'on finisse finalement ce mouvement pour que qu'elle soit belle. Voilà, que la bulle soit belle et qu'elle éclate magnifiquement, ou alors pas de correction, on poursuit notre marche en avant, c'est ça. Absolument. Donc la question de fond n'est pas est-ce que les marchés actions vont continuer de monter. Pour nous, pour des raisons mécaniques, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les marchés actions en Europe ne peuvent faire que monter pour des raisons qui sont... Abordons la question tout de suite. Pourquoi selon vous? Eh bien c'est simple parce qu'une politique de quantitative easing, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est cette politique de création monétaire qui vise finalement à appréhender les obligations d'État disponibles sur le marché. Or, quel effet mécanique ça a sur qui d'ailleurs? Sur notamment tous les investisseurs long terme, dont le métier c'est quoi? C'est finalement répondre à la promesse client de la préservation optimale du capital accumulé. Comment on fait et qu'est-ce qu'on achète pour faire de la préservation optimale du capital accumulé? Eh bien, on fait ce qu'on a fait depuis 20 à 30 ans, à savoir on achète des obligations. D'abord des obligations d'État, puis des obligations corporate. Et puis on en va parallèle... Être très concret, ce sont les assureurs. Qui vendent des fonds en euros, effectivement, entre autres. Et donc tous les investisseurs longs, on va dire. Voilà, et qui doivent assurer la préservation du capital, produire du rendement, donc qui se portaient avant sur des obligations d'État, principalement. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour des raisons réglementaires d'ailleurs et de régulation. C'est 80% d'un portefeuille d'un assureur, les obligations. Alors, État ou corporate. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait du quantitative easing? Eh bien, on les prive de leur support traditionnel, ce qu'ils achètent de manière traditionnelle depuis 30 à 40 ans. Oui, parce que la Banque centrale se substitue à eux. Oui, puisque en fait, elle les évince. Voilà, c'est ça, et elle provoque ce qu'on appelle un effet d'éviction sur l'épargne privée. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus d'obligation d'État disponible, on achète quoi? On achète tout le reste. Bien entendu, dans un premier temps, l'obligataire corporate. C'est pour ça qu'on a des spreads de taux qui s'effondrent, quels que soient les écarts. Voilà, les écarts de taux, pardon. Donc des écarts de taux qui s'effondrent, en dépit de la qualité de la signature de l'émetteur, à savoir même une entreprise qui est relativement mal notée va trouver des taux d'intérêt qui sont faibles simplement parce qu'il faut bien investir l'argent quelque part. Et vous avez tout le reste, toutes les solutions alternatives qui peuvent générer du rendement, qui sont entre autres les actions. Et donc cet effet d'éviction, elle provoque un flux positif des investisseurs longs qui ne peuvent plus, je dirais, acheter leurs actifs traditionnels qui sont l'obligataire d'État, et du coup, qui vont acheter le reste. Et le reste, ce sont les actions. Et donc, ça crée les conditions d'un bull market qui n'est pas du tout suivi d'enthousiasme, puisque vous avez bien compris que ce n'est pas par conviction que les investisseurs vont choisir les actions, mais parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et ça s'est parfaitement matérialisé aux États-Unis et au Japon. Effectivement, nos métiers finalement ne servent pas à grand-chose depuis quelques années. Donc, comme on vous l'a amené d'ailleurs, ces deux graphiques qui sont assez frappants, qui sont la corrélation entre l'évolution du bilan des banques centrales américaines et japonaises et leurs indices boursiers respectifs. Et on voit que l'inflation des cours boursiers épouse parfaitement l'inflation du bilan des banques centrales, de la Fed d'un côté et de la BOJ de l'autre. Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour faire de l'allocation d'actifs moyen long terme, lorsqu'une banque centrale décide de la reflation des prix des actifs, dont les actions, eh bien, elle a forcément raison, puisqu'elle émet autant de monnaie qu'il le faut pour justement atteindre son objectif de la reflation de ces prix des actifs. Donc, comme on est au début du QE de la BCE, vous dites, bon, finalement, ce mouvement, on va l'avoir. Maintenant, vous avez bien indiqué qu'on était un peu à la croisée des chemins dans cette bulle. Tout à fait. Soit on continue notre marche en avant sans problème, soit on va vers une correction dans un premier temps avant que le mouvement ascensionnel ne reparte. Il y a deux écoles. Effectivement. Oui, mais on est là pour prendre un peu de risque, n'est-ce pas? Alors le catalyseur, tout le monde le connaît. C'est la Grèce? Il est très actuel, donc effectivement c'est la Grèce. En cas d'accord sur la Grèce, il est évident que le petit risque qui fait que cet effet bull market ne se matérialise pas disparaîtra et permettra au marché de repartir tout de suite. Donc on serait plutôt en début 99 ou mi-28. Par contre, si effectivement on n'a pas accord pour repousser l'échéance, parce qu'aujourd'hui qui pense et qui croit encore que la Grèce remboursera son stock de dette, voilà, plus grand monde, alors que c'est plus ou moins officiel, mais voilà, plus personne ne le pense. Mais si on continue d'acheter du temps, les marchés actions devraient continuer à monter pour un effet simple, où les investisseurs internationaux se disent le risque systémique est repoussé, je conserve ma ligne Europe, ce qui ne serait pas le cas s'il n'y avait pas défaut, et les investisseurs longs sont soumis à l'effet d'éviction du quantitative easing, donc sont plus ou moins obligés d'acheter ces actions. Donc là, c'est dans le cas où il n'y aurait pas de défaut. Donc voilà, mi-28, début 99, encore une fois, ça augure de grandes choses pour les années qui suivront, mais au moins pour cette année, c'est plutôt très positif pour les actions. La deuxième, c'est, en cas de désaccord, qu'est-ce qui se passe?
Historiquement, là encore, hein, lorsqu'on regarde les corrections à ce niveau de survalorisation, on est plutôt en octobre 87, en mi-98. La crise asiatique, elle a coûté à peu près un peu plus de 30% au marché européen en 3 mois. Donc on pourrait très bien avoir un effet et un reflux brutal des marchés actions qui traduirait une chose très simple, c'est que cette peur de l'inconnu que générait ce défaut partiel et qui peut-être serait suivi de conséquences avec une plus ou moins sortie en fait, de la Grèce de la zone euro. Là, on est dans la spéculation pure pour le coup. Si on avait ça, il est évident que les investisseurs internationaux, dans un premier temps, barraient la ligne Europe en attendant d'y voir un peu plus clair. Et ça prendrait probablement 2 à 3 mois. Et une fois qu'on y verrait un petit peu plus clair, il est probable que les investisseurs viendront se repositionner et on repartira sur la deuxième phase du cycle qui amènera les marchés probablement plus haut que les niveaux actuels. Oui, mais Pierre, est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste, même dans votre scénario de correction de 20 à 30% On n'est pas connu pour ça pourtant. Hein. Non, mais c'est pour ça que je me plais à le souligner cette fois. Parce qu'en l'occurrence, qu'est-ce qui empêcherait qu'une sortie, sous quelque forme que ce soit finalement, de la Grèce, de la zone euro, ne provoque une contagion qui nous emmène beaucoup plus bas que ces 30% de pertes? De quelle contagion parle-t-on? Savoir qu'aujourd'hui, sur les déficits courants et les déficits publics, ils sont à peu près gérés partout en Europe. Et globalement, quand vous avez une banque centrale qui fait son quantitative easing, je rappelle pour à peu près un peu plus de 1000 milliards d'euros d'ici l'année prochaine. Là, on parle de 200, 250 milliards d'euros. On a des ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que le risque de contagion, si la Banque centrale européenne dit qu'il n'y aura pas de risque de contagion, il n'y aura pas de risque de contagion, en tout cas économiquement et financièrement parlant. Après, les conséquences politiques, là pour le coup, on est malheureusement soumis à un aléa qu'on ne maîtrise pas. Et la difficulté pour les investisseurs de se positionner, c'est que finalement les marchés feront plus 20 s'il y a accord, moins 20 s'il n'y en a pas. Et ça, c'est compliqué. Parce que lorsque le marché devient politique, il est soumis à une décision qu'on prend ou pas. Et le scénario associé peut être strictement posé, et c'est le cas aujourd'hui, en ce qui concerne la valorisation des marchés, en fonction de la décision qui sera prise et les conséquences que ça aura. Donc, optimiste, je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est que pour l'instant, les Européens continueront d'acheter du temps, hein, peut-être pour une conclusion plus brutale plus tard, mais il nous semble que les conditions donc ça veut dire que vous penchez pour un scénario plutôt favorable à terme. Favorable à qui? Aux investisseurs dans un premier temps. Hein. Dans un premier temps, je ne pense pas qu'on puisse lutter contre une banque centrale. Lorsqu'une banque centrale décide de refléter le prix des actifs, elle y arrive, parce que je rappelle quand même qu'elle a la grande chance d'avoir une machine à imprimer des billets de banque dans sa cave. Et quand elle descend à imprimer des billets de banque dans sa cave et qu'elle donne finalement, et elle autorise les États à se financer à des taux qui sont extrêmement faibles, à partir de là, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Donc là, vous avez effectivement le temps et les conditions réunies pour que la bulle perdure, à savoir la bulle, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir des cours des actifs qui ne correspondent pas aux fondamentaux économiques parce qu'on ne croit absolument pas à l'effet positif sur l'économie, cette politique de quantitative easing. Pour nous, son impact reste et se limite à la sphère financière. Voilà, et donc tant qu'on l'a, il est probable que voilà, on ait un écart entre les deux qui, rassurez-vous, finira par disparaître le jour où les banques centrales décideront d'arrêter leur politique de création monétaire. Pierre, qu'est-ce que vous conseilleriez de faire aujourd'hui à un investisseur sur les marchés d'actions? Alors, dans un premier temps, il est urgent attendre de la visibilité sur la nature des accords ou des désaccords qui vont avoir lieu dans les jours ou semaines à venir. Après, le scénario, il est double. Soit on tend vers un accord, vous avez des rumeurs qui viennent valider en fait un accord entre la Grèce et ses créanciers, et à partir de là, re-rentrer tout de suite sur le marché. Pourquoi? Parce que dans un bull market, on resterait dans ce bull market traditionnel, il faut avoir en tête que les mouvements de hausse, atteignent en général 22%, et les mouvements de baisse, les mouvements de respiration atteignent moins 8%. On a perdu 8% voilà, on est environ. Exactement sur ces niveaux-là depuis mi-avril. Donc on est vraiment à la correction classique dans un environnement favorable aux actions. Ce qui est notre scénario central. Donc il faut revenir tout de suite sur les marchés pour essayer ou espérer en fait un rebond d'une vingtaine de pourcents. Ça c'est le premier cas de figure. Voilà, et le deuxième, beaucoup moins sympa, c'est quoi? Ça serait celui effectivement d'un scénario plutôt à la crise asiatique, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et je rappelle encore une fois, les marchés actions européens à l'époque avaient de mémoire corrigé d'une trentaine de pourcents dans les 3 mois qui ont suivi. Donc à partir de là, attendez
un certain temps, le temps que les inquiétudes nées de cette absence de visibilité de ce nouveau monde, hein, puisqu'on serait vraiment sur une notion de comment l'Europe et l'euro en fait, pourraient évoluer dans les années à venir, attendaient d'avoir un petit peu de visibilité. Et à partir de là, il est très probable que beaucoup d'institutionnels qui n'étaient pas dans le marché en profitent sur des niveaux qui seraient plus raisonnables pour rentrer dans le train, parce que d'une manière ou d'une autre, comme je le disais tout à l'heure, lorsque la Banque centrale décide de refléter les marchés actions, à savoir décide de les faire monter, ils finiront par monter. La question de fond, c'est effectivement à partir de quand. Donc, si jamais le marché corrige, attendre les 20% de baisse pour commencer à rentrer. Absolument. Pierre, merci. Merci.